Il est 22 h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Les consultations se poursuivent pour la mise en place du système biométrique, cette fois-ci à Tadjoura. Et Frontex est accusé de tolérer des maltraitances sur des migrants. Bonsoir à tous. La délégation conduite par Ahmed Omar Jama, président par intérim du comité technique, s'est rendue à Tadjoura dans la matinée d'hier et ce dans le cadre des consultations régionales relatives au projet de mise en place du numéro national d'identification et du registre national des personnes physiques. La haute délégation a été reçue avec tous les honneurs par le président du conseil régional et le préfet adjoint de la région qui les ont aussitôt conduits dans les bureaux du conseil régional où les attendaient des nombreux participants de cette table ronde nationale. Les débats et échanges ont principalement porté sur la présentation de l'objectif de la création du registre national centralisé et du numéro national d'identification. La maire de la ville de Djibouti, en sa qualité de présidente de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, et le directeur général de la population ont à tour de rôle insisté longuement sur l'importance d'enregistrer les faits d'état civil afin que tout individu né sur le sol djiboutien soit pris en compte. Le président du conseil régional a quant à lui remercié la délégation pour cette initiative qui laissera des traces dans les esprits de tous les membres présents dans la salle. A déjà entrepris quelques actions. Et on aura l'occasion de discuter avec les experts et la commission. Il y a des pistes qu'on va voir ensemble, qu'on va partager pour améliorer l'enregistrement des naissances. Et pour sa part, le directeur général de la population a insisté sur l'importance d'enregistrer les faits d'état civil afin que tout individu sur le territoire national soit pris en compte. Nous l'écoutons. En grosso modo que Djibouti, à travers sa loi 39, a mis en place ce qu'on appelle un numéro national d'identification. Ce numéro national d'identification est un code, un procédé pour identifier toute personne physique qui est sur le territoire djiboutien. Donc, ce numéro lui-même commence dès la naissance. Il est attribué dès la naissance jusqu'au décès de la personne. L'importance à travers ce numéro prend l'état civil. Donc l'état civil lui-même devient le système central de l'administration. Puisque c'est dès l'état civil, le numéro sera établi. D'où cette consultation et des questions et des débats sur la réforme de l'état civil. Également dans l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec les différents partenaires, mène une vaste politique de promotion de la femme rurale dans notre pays. Nous allons vous présenter une rétrospective des activités menées pour la promotion de la femme rurale, dont la journée mondiale est célébrée chaque année depuis 2012. C'est un magazine de la rédaction sur un commentaire de Samatar Saïd. Le ministère de la Femme et de la Famille mis en œuvre avec l'appui de divers partenaires un programme qui s'adresse aux femmes les plus pauvres, aussi bien dans la capitale que dans les zones rurales. Ce programme promeut la capacité des femmes à créer une activité génératrice de revenus et à accumuler des actifs. En effet, l'objectif du ministère de la Femme et de la Famille consiste à leur assurer à long terme des ressources suffisantes, un meilleur accès aux services de base et l'amélioration de leurs conditions de vie sur tous les plans. Célébrée depuis 2012 au sein de la République de Djibouti, la Journée internationale de la femme rurale est l'occasion pour le ministère de la Femme et de la Famille de mettre en évidence les contraintes rencontrées par les femmes en milieu rural, la pauvreté, des conditions de vie précaires liées au milieu rural, mais aussi de leur octroyer des matériels pour développer leurs activités génératrices de revenus. À cette occasion, le ministère de la Femme et de la Famille leur a octroyé par les régions des cheptels et des poules. À ce titre, le MFF a initié et implanté un certain nombre des activités dans les régions de l'intérieur et dans les milieux les plus reculés, afin d'aider les femmes rurales à sortir de la pauvreté et de la précarité.
mais aussi de les inciter à contribuer activement au développement économique et local. La valorisation de la femme rurale passe par la mise en place des projets et programmes ciblés répondant à un manque ou besoin constant par le ministère de la Femme et de la Famille ou formulés directement par celle-ci. On peut citer parmi les différents projets du ministère de la Femme et de la Famille à l'endroit des femmes rurales. Dans les domaines de l'éducation, le programme d'alphabétisation des femmes en partenariat avec l'UNFD qui est mis en place et qui a pour objectif de lutter contre l'alphabétisme des femmes par l'enseignement des langues maternelles dans une première phase et les langues étrangères dans la seconde. Pour finir avec l'apprentissage d'un vocabulaire professionnel ou fonctionnel pour chaque domaine d'activité exercé par les femmes. L'alphabétisation des femmes et des filles est primordiale pour la croissance économique du pays, car ça leur permet de développer leurs compétences, de construire ou de renforcer leur indépendance économique. Au titre de l'année 2017, 3485 femmes se sont inscrites au programme. L'alphabétisation, 40% d'entre elles sont issues des Djibouti-Villes. Les 60% restent des apprenantes vivant dans les régions de l'intérieur. Parmi ces femmes, 2291, soit 106%, ont développé des acquis linguistiques ou langues locales, se sont vues délivrer des attestations par le ministère de la Femme et de la Famille et l'UNFD. Le ministère de la Femme et de la Famille s'est fixé pour objectif de faire sortir l'analphabétisme de 36 000 femmes pendant 3 ans, de 2018 à 2020, soit 12 000 par an. Créées par décret présidentiel, les mutuelles communautaires sont des structures humaines basées sur des principes de solidarité qui ont pour objectif l'autonomisation économique des femmes, par la création d'activités génératrices de revenus, l'identification des projets utiles au développement rural et l'accès aux soins de qualité en mettant l'accent sur les consultations pré- et post-natales, ainsi que le planning familial et l'hygiène. À ce jour, ces mutuelles communautaires comptent 42 000 mutuelles pour 42 localités englobant les 5 régions de l'intérieur, totalisant un effectif de plus de 1000 ménages. D'autre part, le projet d'autonomisation des femmes et renforcement des communautés a pour objectif de relever le niveau de vie des femmes rurales et d'insérer les jeunes filles déscolarisées rurales et périurbaines dans la vie professionnelle. Atteindre ces objectifs passés par l'organisation et la transformation des associations des femmes des régions de l'intérieur en coopératives. Pour renforcer la capacité des associations femmes dans les chefs-lieux et dans les localités, le ministère a dispensé à l'endroit de ces femmes des formations sur mesure sur la gestion des coopératives, sur l'amélioration et la production de leur activité, à savoir l'artisanat, l'élevage et l'agriculture, la confection et production des fromages et des confitures. Ainsi, 13 coopératives ont pu être créées et sont opérationnelles. Ce n'est pas seulement à Dougoum qu'on vend ce fromage, mais c'est aussi ceux qui viennent pour visiter Dougoum, comme les touristes qui achètent notre fromage. En plus de cela, on envoie un grand hôtel de Tajoura tel que le Colto Maltese et Mondiaux. On fabrique également le fromage sur commande. Pour ceux qui sont intéressés, on a beaucoup de profiter de ces opportunités. Le ministère de la Femme et de la Famille, premièrement, nous avons donné 50 chèvres, 10 chèvres pour 5 femmes. C'est grâce au lait de ces chèvres qu'on fabrique le fromage. Il a été mis en place un projet de crèche et garderies communautaires dans les régions, surtout les localités éloignées, afin de soutenir les familles vulnérables en permettant non seulement aux enfants de bénéficier d'un développement cognitif et de stimulation psychomoteur, mais aussi en permettant aux mères d'avoir du temps pour créer une activité génératrice de revenus, afin d'améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. Ainsi, on peut en conclure que l'autonomisation des femmes reste le noyau du développement économique du pays. Et dans le second dossier de cette édition, nous allons parler donc de la langue arabe. Depuis toujours, le gouvernement djiboutien a donné la priorité à l'éducation arabe donc, qui a une place importante dans notre pays depuis 1999, depuis l'accession du chef de l'État à la magistrature suprême. Regardez donc ce magazine qui retrace l'évolution de l'éducation en langue arabe dans notre pays. C'est la République du Djibouti est rêvée d'une grande importance en tant que langue du Saint-Coran de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cet égard, il existe à Djibouti plus de 110 écoles arabes privées dont beaucoup sont supervisées par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle.
Les plus importantes de ces écoles sont l'Institut islamique de Djibouti, l'école saoudienne, l'école du Yémen, l'école Al-Azad, l'école Al-Rashad et l'école Iman Al-Nawi. L'une des écoles arabes les plus célèbres à Djibouti, fondée il y a plus de 30 ans, l'école exemplaire dénommée École Al-Azad, située dans le quartier de Gachamali. L'école Al-Azad a été inaugurée en 1986 et depuis cette date, elle joue un rôle important dans la promotion de la langue arabe à Djibouti. Je saisis cette occasion pour adresser mes remerciements et ma reconnaissance aux intellectuels djiboutiens qui ont initié la création de cet édifice prestigieux qui a réussi à surmonter de nombreux défis et à atteindre les objectifs souhaités. Nous saluons aussi le grand soutien que le président de la République, son Excellence Ismaël Marguilé, et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle apportant aux écoles privées arabes du pays. La grande majorité de ces établissements d'enseignement arabe ont ouvert leurs portes au cours des 3 dernières décennies pour accueillir le grand nombre d'étudiants qui souhaitent apprendre la langue du Coran et des sciences islamiques. D'autre part, l'école exemplaire dénommée Rishad, située dans le quartier du Stade, qui a récemment célébré son 40e anniversaire, contribue aussi à la promotion et le développement de la langue arabe. Le chef de l'État a accordé à cette école une superficie de 10 000 mètres carrés dans laquelle le nouveau bâtiment de l'école a été construit. Plus de 1750 ont été diplômés. Cet édifice scientifique qui comprend des nouveaux primaires, collèges et secondaires. Grâce à l'encouragement et le soutien indéfectible offert par le chef de l'État et le gouvernement, l'enseignement arabe s'est considérablement amélioré au cours de ces dernières années. L'école Irshad a été créée en 1968, juste après l'indépendance nationale, soit 1 an après un groupe d'érudits comprenant Cheikh Mohamed Osman et Cheikh Gourat Hamadou. Cette institution s'efforce de fournir aux étudiants des connaissances et des compétences différentes et de les préparer à être des éléments utiles à la société. Rappelons que après la prise du pouvoir par le chef de l'État, son Excellence Marguerite, les certificats arabes sont devenus équivalents aux certificats français. Ainsi, des bourses et des emplois gouvernementaux sont à la disposition de tous les diplômés sans exception. Enfin, le désir de comprendre l'islam a incité des individus et des groupes du monde entier à étudier la langue du Saint-Coran à ce jour. En nouvelle nationale, toujours, le Théâtre national de Saline a organisé samedi une journée de nettoyage et de propreté. Saline, donc, célèbre théâtre du pays qui accueille couramment des chanteurs et comédiens de tous parts. Les organisations des événements culturels et musicaux de grande envergure. À cet effet, donc, le directeur du théâtre de Saline, Saïd Elaf, a été donc l'initiateur de ce projet d'embellissement des Salines. Saïd Elaf a par ailleurs indiqué que ce genre d'activité de propreté devrait être organisé couramment pour entretenir et embellir notre théâtre qui est un lieu de rencontre de toutes sortes de cultures. Le directeur donc a par ailleurs convié tous les artistes nationaux d'élever haut le niveau de la musique en gardant propres les endroits donc de ce genre, notamment culturel. Voilà, et de cette occasion-là, je voulais remercier d'abord Moumina Hassan Barré et deuxièmement les directeurs des cultures de Alé. Et aussi, je voulais remercier Madame la maire Fatouma Ousmane qui nous a aidés à nous donner des matériels. Un mot sport à présent. La deuxième édition du tournoi d'amitié de la diaspora djiboutienne s'est déroulée au stade du roi Fahad de Balbala. 8 équipes ont participé à cette compétition. Et la finale donc a opposé 2 équipes. L'équipe d'Ali Sabié à celle de Kartilé. Et l'équipe d'Ali Sabié s'est imposée donc au tir au but lors de ce match.
Et Adailou, donc, qui inaugure en grande pompe son CDC sous un ciel pluvieux, que l'événement tant attendu par les Adaliens donc, a eu lieu en présence des hauts cadres du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, des sages du village, de nombreux jeunes, en partie donc venus du CDC de quartier 2 de la capitale dans le cadre donc des échanges inter-CDC. Et après un accueil chaleureux dans ce Adalien le secret, la cérémonie dédiée à cette grande première a débuté par la lecture du Saint-Coran avant que les officiels ne se relaient au micro pour remercier le président de la République, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour la mise à disposition de cet espace d'épanouissement de la jeunesse et de cette localité très prisée par de nombreux estivants djiboutiens. Le chef de mission, l'inspecteur général du secrétariat d'État, Moussa Ali, a exhorté les habitants de prendre soin de ce centre communautaire, de l'animer et d'en faire un lieu de prédilection pour les rencontres et les concertations de la population du village. La promesse faite par le secrétaire d'État donc à la jeunesse et au sport du haut de son perchoir aux Adaliens de leur doter un CDC est désormais tenue. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu de Nima Ahmed Omar, professeur de français dès l'année 2000, nommée conseillère pédagogique en 2016. Elle devient inspectrice de français en 2017 après avoir reçu avec brio au concours d'inspectorat. Réputée pour sa droiture, son honnêteté et son franc-parler, elle était appréciée et respectée par ses collègues. Sérieuse et compétente, sa disparition est une perte pour la discipline française, pour l'inspection générale et pour le ministère de l'Éducation nationale. Que le Tout-Puissant l'accueille en son paradis éternel tout en conférant à sa famille et à ses proches la foi et la patience nécessaires pour supporter telle affliction. En apprenant cette douloureuse disparition, le ministre de l'Éducation nationale et l'ensemble de la famille éducative adressent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde à présent, 121 migrants restent bloqués en mer à bord du navire Open Arms. Et quelques 120 migrants sont toujours à bord du navire de sauvetage espagnol Open Arms, entassés dans le bateau depuis vendredi. Ils ont été secourus au large de la Libye, mais le navire reste en mer. De nombreux passagers sauvés ont montré des signes de violence en Libye. Ils n'ont aucune seule crainte d'être renvoyés dans ce pays. Et toujours en nouvelles du monde, l'agence européenne de garde-frontières Frontex est accusée de tolérer des maltraitances commises sur des migrants. C'est un collectif de médias donc, qui a mené une vaste enquête. Le site d'investigation corrective, le quotidien britannique Guardian et la chaîne allemande ARD. S'appuyant sur des documents internes à Frontex, ces journalistes ont découvert que l'agence avait à plusieurs reprises classé sans suite des cas de maltraitance qui avaient pu être relevés. L'enquête rapporte également des faits de violence qui auraient pu perpétrer en Bulgarie, en Hongrie et en Grèce. Des gardes-frontières de ces pays auraient fait un usage excessif de la force en utilisant par exemple des sprays au poivre. Ils auraient traqué des migrants avec des chiens et parfois même abusé de certaines personnes. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.